Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat Faire croiser. Je vous en parlais à l'entame de Matin d'Éden. Eh bien, ce débat se propose de vous faire vivre, je dirais, une immersion dans le rapport, je dirais, dans les coulisses de la Banque africaine de développement pour y goûter plus précisément au dernier rapport de cette institution financière sur le continent africain. Pour faire le débat, pour faire l'analyse, pour décrypter, pour disséquer ce rapport, ce matin, nous avons réuni deux spécialistes des questions d'économie en la personne de Casimir Pedjo. Bonjour Casimir. Bonjour Loris. Oui, je rappelle qu'il y a quelques semaines, nous avons tenté en vain d'avoir Casimir Pedjo. C'est enfin fait. Il a fallu plutôt une première pluie pour qu'on puisse l'avoir à nos côtés. C'est peut-être ça la condition, qui sait. Bonjour Wilfried Monou. Bonjour Loris d'abord. Qu'est-ce qui vous fait marrer? Alors, la première pluie. La Banque africaine de développement a rendu public le mercredi 17 janvier 2018 à son siège à Abidjan, l'édition 2018 de son rapport phare intitulé « Perspectives économiques en Afrique ». L'occasion pour l'institution de référence en matière de financement du développement en Afrique de présenter les données tangibles sur les résultats et perspectives macroéconomiques à travers l'ensemble du continent. Le rapport est donc accessible à tout le monde. Wilfried Monou, vous l'avez lu, Casimir Pedjo, vous l'avez lu aussi. Pour les spécialistes et pour les profanes, que peut-on retenir déjà de ce rapport 2018? Wilfried Monou. Alors, le rapport Perspectives économiques en Afrique 2018 est tombé au début de la deuxième quinzaine de janvier, le 17 janvier précisément, où la banque a rendu public ce rapport qui est très attendu dans les milieux des investisseurs, des partenaires au développement, et des chercheurs et de la société civile aussi, et pourquoi pas aussi des journalistes. Donc c'est un rapport quand même qui montre une perspective positive pour l'Afrique à court et moyen terme. Donc, par rapport à 2018 et par rapport à 2017, 2018 et aussi 2019 seront des années où la reprise va être maintenue sur ces années-là. Et donc, le rapport permet aussi d'apprécier les facteurs sur lesquels il faut que les Africains travaillent, parce que c'est vrai que nous avons noté des taux de croissance forts, si ce n'est que 5 pays qui n'ont pas amélioré leur performance. Je vais citer par exemple la RDC Congo, la Guinée, qui ont connu des croissances négatives. Et les autres pays de l'Afrique ont connu des taux de croissance élevés, mais ce taux de croissance cache une faible croissance au niveau du taux d'employabilité, donc par rapport à l'emploi. Donc au niveau de l'emploi, on n'a pas connu de croissance en tant que telle. Donc il faudrait que la croissance en Afrique puisse induire la croissance de l'emploi. Ça, c'est une grande problématique qui se pose. Et donc, comment faire, c'est l'un des sujets sur lesquels il faut qu'on puisse travailler. Casimir Pedjo. Oui, il faut dire, j'ajouterai à ce que vient de dire Wilfried Monou, que le taux de croissance attendu pour 2018 serait de 4,1% contre 3,6% en 2017, soit donc une progression de, je crois, 5%. 0,5%. Voilà. 0,5% pour le compte donc de l'année 2018. Et on notera une évolution, une amélioration au niveau du climat des affaires, c'est-à-dire le secteur privé serait beaucoup plus sollicité, le secteur privé aura beaucoup plus de marge de manœuvre cette fois-ci, enfin, pour l'année 2018, pour exercer donc ces activités. Donc il y aura moins d'immixtion donc de la politique au niveau des affaires. Il y aura beaucoup plus de conditions favorables
L'autre chose qu'il faut aussi noter, c'est que la croissance serait beaucoup plus tirée par le secteur primaire, notamment le sous-secteur agriculture, qui de plus en plus connaît des embellies grâce donc, au financement des partenaires techniques et financiers. Donc déjà, la banque elle-même qui compte donc accroître ses apports au niveau donc, de certains pays. Il y a aussi que les États, il y a certains États qui décident également d'accompagner, de revoir donc leur cagnotte en termes donc, de financement du sous-secteur agriculture. L'autre chose qu'il faut aussi noter, c'est que au cours de l'année 2018, on aura quand même le secteur du tourisme qui fait partie donc enfin, le sous-secteur tourisme qui fait partie du secteur tertiaire qui sera beaucoup plus mis en exergue. Certains pays connaîtront donc l'amélioration de leur destination et donc tout ceci permettra d'ici le 31 décembre 2018 de pouvoir atteindre les perspectives qui sont fixées autour de 4,1%. Je terminerai en disant qu'il y a un facteur majeur qui entre en ligne de compte, c'est la reprise donc de l'économie au niveau du Nigeria, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est ce pays-là qui tire beaucoup plus, c'est la locomotive économique au niveau de l'Afrique, et donc la reprise des activités au niveau donc des puits pétrolifères donc du Nigeria permettra donc d'atteindre ce taux de 4,1%. La Banque africaine de développement continue donc de croire à cette économie-là. L'Afrique du Sud, de l'autre côté, également, ne baissera pas la garde. Donc, on aura beaucoup donc, de perspectives au niveau de ces pays qui pourront véritablement impacter positivement l'année 2018. On a déjà commencé, il faut le dire, ça fait déjà presque 2 mois déjà qu'on a égrené au niveau donc depuis donc le 1er janvier, donc les perspectives, bon, restent les perspectives, mais les activités ont commencé. Quoi. On va bien sûr je voudrais ajouter que, contrairement à la Banque mondiale qui a projeté un taux de croissance de 3,2%, la Banque africaine de développement a projeté un taux de 4,1%. Oui. Et pourquoi cette différence? Parce que les études n'ont pas couvert les mêmes périmètres. Pendant que la BAD a couvert les pays du Maghreb, la Banque mondiale les a rattachés à l'économie du Moyen-Orient. Donc voilà une remarque pertinente qu'il faut quand même faire ressortir pour qu'on ne dise pas que entre la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qu'il y a une différence entre les prévisions. Wilfried Monnon, à la lecture de ce rapport 2018 de la BAD, on constate que ce rapport augure de belles perspectives. Maintenant, quels sont, selon vous, les défis socio-économiques que doivent relever les 54 pays? Alors, aujourd'hui, il se pose un gros problème de diversification de l'économie. Parce que, comme l'a dit Kazmi Pédior tout à l'heure, la plupart des économies africaines sont basées sur le secteur primaire. Donc, à ce niveau, nous avons l'agriculture, nous avons l'exploitation des mines. Or, très peu des produits issus de ces secteurs sont transformés sur place. Et donc, aujourd'hui, il est appelé, et la BAD a insisté, sur l'industrialisation, la nécessité d'aller à l'industrialisation au niveau des pays africains. Mais, pour aller à l'industrialisation, il y a des facteurs de production qui posent problème, dont le principal, qu'est l'énergie, n'est pas disponible, et lorsqu'elle est disponible, elle est très onéreuse. Donc ça ne permet pas la compétitivité au niveau des sociétés industrielles. Et au niveau de qu'est-ce que les États doivent alors faire, il faut qu'ils revoient un peu la structure et qu'ils investissent énormément pour qu'on puisse faciliter l'accès à l'énergie. L'accès à l'énergie, par exemple, fait partie des défis socio-économiques à relever. Casimir Pédior, relevez-vous d'autres défis? Oui, il faut que les pays africains puissent revoir le taux d'employabilité donc de leur effectif, de la masse laborieuse. Il faut déjà dire qu'en Afrique, l'Afrique a été
assez généreuse en termes donc d'employabilité donc de sa population. 60% de la population reste encore active et donc ces 60%, à peine on utilise le tiers donc de ces 60%. Donc ça pose un problème, un véritable problème. Et donc lorsque les jeunes ne sont pas employés, lorsque les jeunes n'ont pas donc un bon métier, vous comprenez qu'ils prennent la rue, ils prennent d'assaut les rues pour faire de n'importe quoi. Et donc, les pays donc, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, mais aussi des petits pays comme le Bénin, le Niger, le Togo et bien d'autres encore, doivent pouvoir trouver le mécanisme par lequel ils vont donc endiguer le phénomène de sous-emploi ou de chômage au niveau donc de la population. Et donc, ceci passe forcément pas, comme le dirait Wilfried Monou, ceci passe forcément par le bon climat des affaires qui garantit donc au secteur privé une certaine stabilité afin que véritablement ce secteur puisse créer de la richesse, créer donc des entreprises. Et le rôle de l'État ici, c'est non seulement de créer les conditions idoines, parce que ce n'est pas l'État, il faut le dire à nos gouvernants. J'ai toujours vu, donc durant les campagnes électorales, les dirigeants, les candidats mettent l'accent sur donc, le taux de chômage, la réduction. Non, ce n'est pas l'État qui crée aujourd'hui l'emploi, c'est le secteur privé qui crée. Mais l'État met les conditions nécessaires. Et ces conditions passent nécessairement par l'électricité. Et donc, nos États doivent pouvoir trouver le mécanisme par lequel ils vont donc garantir une couverture électrique véritablement bon marché et aussi de qualité, parce que vous ne comprenez pas comme qu'un pays comme le Niger, qui illumine la France, le Niger illumine la France. Le Niger offre la bombe atomique à la France. Mais vous ne comprenez pas comment Niamey est mal éclairé. Pas la bombe, mais peut-être une certaine composante sensible. Je dis, le Niger offre la bombe atomique. La bombe ne quitte pas Niger pour la France. La bombe, la quasi-totalité donc du composant qui offre donc cet armement-là à la France. Le Niger n'a jamais dit à la France d'en faire une bombe. La France vient puiser dans le stock de l'uranium du Niger pour aller faire sa bombe. Je crois que les téléspectateurs comprennent déjà quand je dis le Niger offre la bombe. Et donc, ils vous comprennent mieux. Et donc, le Niger offre l'électricité et la sécurité à la France. Mais on ne comprend pas que ce pays-là soit dans l'insécurité totale et que ce pays soit également mal illuminé. La capitale déjà, Niamey, est mal illuminée. Voilà des incongruités économiques. Des pays ça comme... n'est pas la faute à la France, vous me direz pas non plus. Je n'ai pas encore cité une seule fois la responsabilité de la France. Mais je dis le Niger ne peut pas être mal illuminé alors qu'elle a sur son territoire le nécessaire pouvant lui permettre donc d'illuminer sa superficie. On ne comprend pas également comment un pays comme le Congo, les deux Congos réunis, soient là avec donc des coûts d'eau à haut débit et qu'on ne puisse pas avoir de l'énergie électrique. On ne comprend pas qu'un pays comme le Nigeria soit là et qu'on ne puisse pas avoir de l'énergie bon marché. Et donc voilà des incongruités économiques que normalement, à mon humble avis, et le bon sens voudrait que les dirigeants qui vont se voir quelque part à Addis Abeba ou je ne sais pas trop où, qui puissent réfléchir autour de ces questions et non aller réfléchir sur les questions donc de corruption. On ne réfléchit pas sur ces questions de corruption. On travaille sur les indicateurs macroéconomiques et vous allez voir le continent pouvoir décoller. Et donc je crois que c'est des préalables. C'est des préalables qu'il faut remplir pour véritablement permettre donc à ces pays-là d'offrir un mieux-être à leur population. Et pourquoi pas exporter donc le surplus, parce que j'ai cité le Niger, j'ai cité les deux Congos, il y en a encore qui peuvent donc donner un peu de leur richesse à d'autres pays qui n'en ont pas. Et donc vous voyez, quand on aurait fait cela, on pourra véritablement régler la question déjà de l'employabilité, mais également de l'existence des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, et aller au-delà, créer désormais les grosses entreprises, les grands groupes tels que on le voit dans certains pays dont je ne veux pas citer ici. Et donc véritablement, c'est à cet élan économique, à cet élan politique, on doit aller pour véritablement garantir à l'Afrique
enfin, si on veut que le continent soit cité comme exemple en termes de développement, et que des dirigeants comme Donald Trump ne puissent pas venir chaque fois. Je prends la balle au bon. Oui, vous voulez réagir? Je voulais réagir quand même par rapport au thème de la corruption qui a été le thème central lors du dernier sommet des chefs d'État. Je pense quand même que les chefs d'État ont pris conscience qu'il y a nécessité de mieux gérer désormais les ressources. Parce qu'en fait, le pan de la corruption dont il s'agit ici, c'est les détournements de biens publics, les détournements des projets. Ou si on vous dit que près de 50 milliards de dollars sont détournés, sont issus de la corruption chaque année, si cette bagatelle était utilisée dans les infrastructures, la problématique de l'électricité ne se poserait donc pas. Donc, il faut appeler les chefs d'État, effectivement, comme il le dit, à mettre l'accent sur les indicateurs, à les analyser et à apporter des solutions communes. Vous imaginez lorsqu'on aurait mis un barrage sur le fleuve Congo, ça pouvait illuminer toute l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire toute l'Afrique en général. Donc, des investissements comme ça, c'est à ces investissements qu'on appelle pour qu'on puisse vraiment restructurer l'économie africaine. Les petites entreprises, certes, on en veut, mais il faut aujourd'hui de grands groupes, des groupes qui puissent investir de nombreux milliards pour pouvoir inverser la tendance actuelle. Oui, je reviens sur l'analyse de Casimir Pédior, l'analyse précédente de Casimir Pédior, qui relevait des incongruités. Le Congo qui reste un scandale minier mondial, mais où les habitants, je dirais, vivent presque à jeun. Le Niger, vous l'avez bien dit, le Niger qui dort sur l'uranium, mais dans le noir. Vous voyez, c'est antithétique, ces paradoxes relevés par Casimir Pédior. Mais au regard de ces différentes irrégularités ou incongruités, eh bien, la BAD pond quand même, les experts de la BAD pondent quand même un rapport aussi élogieux, éloquent. Pensez-vous que ce rapport prend en compte tous ces détails? Oui, dans les recommandations, la BAD demande au pays de soutenir la croissance dans les secteurs qui nécessitent davantage de main-d'œuvre. D'accord? Donc, ils appellent à l'industrialisation. Parce que ce n'est que le secteur qui utilise davantage la main-d'œuvre. Et pour pouvoir aller à l'industrialisation, la BAD dit qu'il y a l'un des trois obstacles est l'électricité qu'il faut aujourd'hui relever en investissant structurellement dans les infrastructures. Casimir Pédior? Oui, je crois que... Parce qu'à la lecture de ce rapport, c'est à croire que tout va bien. Bien sûr. Sur le plan socio-économique sur le continent. Oui. Quand on lit la BAD, on a comme l'impression que l'Afrique a véritablement pris l'envol du développement. Mais quand on pénètre véritablement les pays, on constate que entre ce qui est dit et ce qui est visible donc sur le terrain, Alors, oui, vous savez, moi, je n'ai jamais été d'accord avec ces institutions qui produisent ce genre de documents parce que parfois, j'ai quand même l'impression que c'est une hypocrisie souriante. C'est parfois, on voit la vérité. C'est ce qui transparaît, au fait. Voilà, on voit la réalité en face, mais on ne veut pas la dire. Vous imaginez un pays, j'aime bien citer des pays, comme la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, premier producteur mondial de cajou. Et je peux continuer. Au niveau du continent, ce pays peine toujours à donner un mieux-être à sa population. Tout simplement parce que le taux de chômage grimpe. Tout simplement parce qu'il y a des facteurs de développement qui ne sont pas maîtrisés. Et pourtant, ne me dites pas que ce n'est pas des dirigeants haut de gamme qui sont à la tête de ces pays-là. Je ne doute pas un seul instant de la capacité intellectuelle du chef de l'État donc de ces pays-là. Je vais citer la Côte d'Ivoire. Je ne doute pas un seul instant donc de la capacité des ministres et des institutions qui entourent donc les différents secteurs de développement. Et on peut se demander pourquoi alors on n'arrive pas à décoller véritablement. Vous savez, c'est un peu comme ce que je veux bien expliquer aux téléspectateurs.
celui qui va vous aider à vous développer, celui qui va vous aider à construire vos barrages, celui qui veut vous donner la technicité pour les industries, quand il va le faire, est-ce que vous allez acheter désormais ces produits? C'est ça le véritable problème. Est-ce que les pays, là, les pays qui viennent nous donner... Vous dit que ces experts ou ces institutions gagneraient à nous maintenir dans ces conditions? Dans la servitude, dans l'esclavage, dans le sous-développement. Et cela fait couler donc leurs produits. Vous savez aujourd'hui que la France est le premier pays producteur du blé. Ça là, c'est une vérité absolue. C'est la France est le premier producteur. Et l'Afrique est le premier consommateur des produits dérivés du blé. Alors, comment voulez-vous que quelqu'un qui est en train de produire son blé puisse vous donner la technicité pour que vous produisez? La France aujourd'hui, enfin, fait partie des grands pays qui produisent le vin. Enfin, je parlerai donc du raisin. La France produit du raisin suffisamment, mais l'Afrique est le premier consommateur du vin. Donc voilà des réalités qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, parce que c'est aussi ça. Et donc, lorsque ceux-là vont vous amener des industries chez vous, lorsque ceux-là mettront en compétition vos produits avec les leurs, qui va acheter? Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité au niveau du continent africain. Macron, il a dit. Mais lorsque nous allons cesser donc de produire, lorsque nos femmes vont cesser donc de tomber enceintes et que la population serait au rabais, ben, c'est ceux qui produisent là-bas qui va les consommer. Les déchets qui nous envoient, les véhicules qui nous envoient sur le continent, qui n'ont plus de place chez eux, qui n'ont plus de parking chez eux, quand ils vont cesser de nous les envoyer, il leur faut un dépotoir. Et c'est le continent africain. Donc je crois que c'est le véritable problème qui se pose à nos institutions qui ne veulent pas dire la vérité. Parce que j'ai écouté la dernière fois un Béninois qui disait que lui, il est celui-là qui fabrique les industries. Dans le domaine du coton, il est celui-là qui propose les meilleurs et qu'il en a même proposé ici au Bénin. Mais je ne comprends pas comment celui-là ne peut pas proposer, par exemple, une industrie qui puisse fabriquer le textile, qui puisse utiliser notre coton pour sortir le textile. Donc voilà, c'est ça la réalité. Les industries que nous avons chez nous, pour la plupart du temps, c'est des industries semi-finies. C'est des industries qui transforment peut-être la matière première en un produit semi-fini et quitte à ce qu'on transporte ça chez eux et que ça revienne chez nous. C'est ça la réalité. J'ai du mal à comprendre et à accepter que ce rapport est établi, est pondu pour le continent africain. Oui. Depuis hier, j'ai lu et relu plus d'une fois. Je me suis dit, mais attends, ce rapport présente une situation rose. Plus que rose. Elle présente un rapport qui donne espoir. Ah oui. Et ça donne de l'espoir et il faut soutenir ça. En moyenne, c'est parce que ce rapport... L'espoir, oui, mais ne prend pas en compte Laissez-moi finir, vous allez me comprendre. Ce rapport donne une situation globale de l'Afrique. Une situation en moyenne, on a la capacité d'évoluer. Mais lorsqu'on va maintenant au niveau d'un autre pays, on voit de larges disparités entre l'Afrique du Nord, entre l'Afrique australe, entre l'Afrique centrale, entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Les disparités sont énormes. Mais vous allez constater que les pays qui connaissent de grande croissance sont les pays du Nord et les pays de l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous voyez? Pendant que, au même moment, dans ces pays, le Botswana, par exemple, a eu un bon taux de croissance en termes de création d'emplois, qui est au-delà de 4%. Donc, il y a de ces pays qui font de bonnes choses. Mais quand je reviens à ce que Kazmi dit, il a raison en partie. C'est vrai, il ne faut pas tout le temps présenter la situation rose. Mais les problèmes qui se posent à nous, c'est que nous ne voulons pas consommer local. Parce que nous avons toujours une préférence entre deux biens. L'un produit chez nous et l'autre qui vient de l'extérieur. Nous préférons tout de suite le bien qui vient de l'extérieur. Sans savoir dans quelles conditions ce bien-là a été produit. Je connais des industriels
ou des cadres du ministère de l'Industrie au Bénin qui n'aiment pas prendre les jus produits chez nous. Parce qu'ils doutent des conditions dans lesquelles ces jus sont produits. Pendant ce temps, ils prennent aisément les jus qui viennent de l'extérieur. Vous avez vu circuler sous WhatsApp ces 2 jours un ingénieur français qui présentait les tomates qui sont envoyées en Afrique. Si on vous demande de consommer les tomates concentrées en boîte. Qui ne proviennent pas de l'Italie. Qui ne proviennent pas de l'Italie, mais qu'on met des noms qui vous font penser que c'est des produits italiens, mais c'est des produits contrefaits, mal faits, et qu'on envoie, qui sont destinés à l'Afrique. Alors qu'on peut, chez nous par exemple, il y a une entreprise, une industrie qui fait de la tomate en boîte. Mais cette entreprise est confrontée à une concurrence déloyale parce que ces produits sont trouvés plus chers alors que c'est les produits de bonne qualité. Donc il y a une réalité qui se pose en termes de choix au niveau des consommateurs qui ne veulent pas penser à la qualité, mais ils pensent à leur pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'acheter les produits de qualité. Donc ils s'intéressent tout de suite aux produits contrefaits et mal faits. Wilfried Mounou, Casimir Pédion, on va finir avec les perspectives. Oui. Quelles sont les perspectives et recommandations? J'ai bien envie d'ajouter à ce que Wilfried a dit. J'aime citer Dangote, qui s'est lancé dans la production de tomates. Vous savez, quand ce monsieur a lancé son usine de transformation des fruits en concentré, il s'est posé à 2 véritables problèmes. Le problème de l'énergie électrique et le problème des intrants, c'est-à-dire la tomate qui n'était plus disponible. Et vous comprenez donc n'aurait-il pas dû y penser? Il a pensé. Et donc, vous avez vu tout de suite, quand ça a commencé, il a eu des problèmes. J'ai aussi envie de citer un autre exemple, que la BAD essaie de ne pas voir, c'est l'industrie agroalimentaire, notamment la production de viande, de poussins d'œufs et tout ce que vous voulez. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, on produit des œufs, vous le savez. On produit des abats de viande. Mais l'incongruité, ce qu'on ne peut pas imaginer, c'est que le poussin d'un jour, c'est-à-dire la matrice, la mère nourricière donc, de cette industrie-là, le poussin d'un jour, vient de la Belgique, enfin, vient de l'Europe. Voilà des incongruités. Vous dites que vous produisez des œufs, vous produisez ces viandes. Et le poussin d'un jour, vous n'arrivez même pas à produire ça sur place. On ne peut même pas en Afrique produire des poussins d'un jour. Tout ceci pour dire que véritablement, si la BAD et que s'ils nous écoutent, si véritablement ils veulent que ce continent se développe, il leur revient d'investir dans les facteurs de production, dans véritablement les indicateurs qui puissent permettre, et non de rester là à nous produire des rapports qui montrent une croissance de 4% et qu'au finish, c'est encore l'Europe qui nous envoie des croissances sur papier. Des croissances sur papier. Nous voulons désormais des croissances sur le terrain qui puissent véritablement permettre à nos pays d'aller vers le développement. Alors moi, j'ajouterais à ce que Casimir a dit, en faisant une invite au niveau de la BAD, c'est de beaucoup plus financer, d'investir du moins, dans les secteurs productifs, d'accompagner directement même. Parce qu'aujourd'hui, entre le Bénin et le Togo, la loi qui fait de la CEB le seul producteur de l'énergie est levé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, des privés peuvent produire l'énergie au Bénin. Donc si mon industrie a besoin d'énergie, si je peux importer le système qui permet de faire cette production à moins de coûts, qu'on puisse permettre aux entreprises de le faire. Donc c'est de gros investissements, la BAD pourrait aller dans ce sens. Mais il faut noter aussi en général que les pays doivent beaucoup plus travailler à améliorer leur système, les moyens de recettes. La pression doit être revue. La pression fiscale doit être revue, surtout par rapport au secteur productif. Je vais parler du secteur industriel, parce que ce secteur a besoin d'être accompagné pour pouvoir étaler sur le temps les dépenses afin de pouvoir couvrir et ne pas se voir ployer tout de suite sous des charges de début d'exploitation.
Merci Wilfried Monod, merci Casimir Pédior. On attend les tout prochains mois pour voir l'applicabilité des différents points de ce rapport de la BAD, de ce rapport 2018 de la BAD. Merci, bonne journée, merci d'avoir affronté la pluie pour rallier Eden TV. Vous êtes de loyaux citoyens dont a besoin cette nation.